Bien, mesdames et messieurs, chers collègues, il s'agit maintenant de la continuité de cette nouvelle table ronde après la carte blanche de Sébastien Linden, qui est toujours à nos côtés et à mes côtés pour cette table ronde. Nous accueillons nos panélistes suivants pour la poursuite de cette réflexion sur les politiques territoriales internationales. Alors, à mes côtés en présentiel, Christophe Bollot, qui représente la métropole européenne de Lille et que je présenterai tout à l'heure. Et puis, à distance, Emmanuel Garnier et Karl Stöckel, qui sont tous les deux en visio et que je remercie avec Monsieur Bollot et Monsieur Linden également, bien sûr, de leur présence et de nous accorder le temps pour cette intervention au cours de cette université d'été du réseau des INSPE. Alors, au moment de la carte blanche de tout à l'heure, Sébastien Linden a déjà très largement introduit ce sujet des politiques territoriales internationales. Simplement pour en quelques mots, en tout cas, introduire nos panélistes de cette table ronde, vous dire que, vous l'avez compris, le développement de l'action internationale ne concerne pas que les institutions d'enseignement supérieur. Plus exactement, elle concerne d'autres acteurs institutionnels publics que sont les collectivités territoriales, les établissements et les agences publiques, mais bien sûr aussi les institutions d'enseignement supérieur. Alors, comme nous l'avons vu précédemment, en particulier aussi lors de la journée d'hier, l'international est un levier de l'influence, un levier de diffusion des idées, d'un modèle de valeur, avec un S, et d'un modèle d'action. Mais le développement de l'action internationale, ce n'est pas nécessairement se projeter à l'étranger, ce n'est pas nécessairement recevoir de l'étranger, c'est aussi chercher à peser sur les acteurs internationaux. Alors cet échelon intermédiaire de la coopération internationale est devenu déterminant aujourd'hui dans le contexte important, me semble-t-il, en tout cas, d'une logique de professionnalisation des acteurs de l'international. Ce qui se dévoile est finalement la volonté d'une structuration stratégique des actions des institutions et de la recherche d'une action coordonnée des principaux acteurs de l'international sur le périmètre ou sur le champ, ou sur ce champ, qui est, et Sébastien Linden nous l'a rappelé tout à l'heure, pourtant hautement concurrentiel. C'est ainsi que les institutions investissent désormais clairement dans ce registre et créent des bureaux ou des représentations auprès d'instances internationales afin de recueillir de l'information, afin de recueillir du renseignement, d'exister dans les réseaux, d'avoir, si vous me pardonnez cette expression, le coup d'avance qui permet de faire la différence de la ligne de départ jusqu'à la ligne d'arrivée. À ce titre, l'Europe représente ou se présente évidemment comme un acteur central. Et donc la question que l'on peut poser pour introduire cette table ronde à nos panélistes, comment être efficacement présent dans les instances internationales, quels objectifs y poursuivre, quels résultats peut-on en attendre, comment organiser, structurer et légitimer son action. Alors voici quelques-unes des questions qui seront abordées au cours de cette table ronde et nous verrons que croiser approche territoriale et approche internationale ne va pas nécessairement de soi dans un univers professionnel, social et territorial où comme je l'ai indiqué tout à l'heure, la concurrence est rude. Cela implique de pouvoir réunir les acteurs, aligner les positions pour définir collectivement des objectifs et des stratégies communes, et Sébastien Linden nous l'a parfaitement rappelé tout à l'heure. Et donc c'est ce que nous verrons avec les interventions de nos invités. Alors en premier lieu, va intervenir Madame Emmanuelle Garnier. Alors Madame Garnier, vous êtes présidente de l'Université Toulouse Jean Jaurès et présidente de la commission Relations internationales de la CPU, qui est la conférence des présidents d'université. Et donc vous allez intervenir évidemment à ce double titre. Votre université plus exactement est l'établissement intégrateur de l'INSP Toulouse Occitanie Pyrénées. Vous êtes professeur des universités en études hispaniques, vous êtes engagé dans plusieurs réseaux de recherche internationaux, vous avez réalisé plusieurs missions d'ingénierie pédagogique en Amérique latine, Venezuela, Colombie et en Afrique, Mauritanie, Niger, ainsi que des expertises dans le cadre des accréditations internationales du HCE-RES, Honduras, Émirats Arabes Unis et Liban. Et je crois savoir que pour cette première mission, vous avez d'ailleurs réalisé cette évaluation avec mon prédécesseur à la tête de l'INSP de l'Académie de Lille. Au niveau national, vous présidez donc la commission des RI de la CPU et la conférence européenne commission Relations internationales et européennes de la CPU, ainsi que le forum Campus France, pardonnez-moi. Et vous êtes également membre du directoire de l'Alliance Athéna. J'espère ne pas avoir commis d'erreur.
Madame Garnier, la parole vous est donnée pour que vous puissiez nous faire part de votre point de vue sur la problématique qui nous réunit ce matin. À vous. Merci beaucoup. Merci à l'ensemble des organisateurs pour cette invitation. Je pense qu'effectivement, le propos a été largement introduit par l'intervention de Monsieur Linden qui a précédé, et je pense qu'il va y avoir beaucoup de ponts. Alors, comme il a été dit tout à l'heure, la pandémie a mis l'accent sur l'importance de coopération scientifique mondiale, et en particulier évidemment dans le domaine de la production, de la conception et de la production de vaccins. Mais nous savons tous que les universités sont impliquées de longue date dans ces coopérations mondiales, en particulier pour l'avancée de leurs recherches, mais aussi d'une manière un petit peu plus générale, pour ouvrir leurs étudiants, leurs étudiantes à une diversité de cultures qui est utile, si l'on peut dire, pour la construction de citoyens actifs, de citoyens responsables, de citoyens critiques, également utile pour l'équilibre des échanges internationaux, que ces équilibres soient politiques, économiques, sociaux, culturels, etc. Et dans le même temps, les universités sont également une composante essentielle d'écosystèmes locaux, en particulier de recherche et d'innovation, et deviennent de ce fait des leviers d'attractivité et de rayonnement pour leur territoire. Et on peut dire que ancrage régional et intégration dans des réseaux internationaux doivent se compléter et inciter donc à des stratégies partagées entre les universités, effectivement les collectivités territoriales et d'une manière générale l'environnement économique dans son entier, je dirais. Et cette participation des universités est effectivement un élément majeur du rayonnement global au-delà de la France à l'étranger. Alors cette évolution des fonctionnements, par exemple en ouvrant plus les recrutements et la mobilité des enseignants, des chercheurs, des étudiants, a donné lieu à des pas considérables qui sont en cours pour, par exemple, cibler davantage ces coopérations et notamment construire un espace européen de l'éducation et de la recherche et créer des universités dont on pourrait dire qu'elles pourraient être pleinement européennes. Alors, je ne veux pas empiéter sur l'intervention des deux intervenants à venir, enfin, c'est des deux panélistes à venir. Je me contenterai de me situer sur le champ vraiment de la question de l'articulation entre les universités dans leur écosystème avec leurs partenaires, mais dans une dimension internationale. Il va de soi que le secteur de l'éducation et des formations en général, porté par les INSPE, tout comme la recherche développée par ces chercheurs et ces chercheuses, me semble avoir un rôle majeur à jouer dans les années qui viennent. Alors, il nous appartient donc, me semble-t-il, de nous questionner sur l'évolution des stratégies universitaires au cours de l'actuelle métamorphose du paysage académique français, et évidemment après la toute récente crise sanitaire mondiale. Ce contexte global, on peut dire qu'il a radicalement bouleversé le régime des priorités dans les établissements, impactant aussi bien les modalités d'apprentissage que les pratiques et les champs de recherche eux-mêmes, ainsi que les modes de collaboration entre ces agents des écosystèmes territoriaux, qu'ils soient situés sur un niveau régional, national ou international, dans lesquels se situent les universités. Il semble donc important de se tourner vers l'avenir en interrogeant sur leurs attentes l'ensemble des partenaires de l'université, que ce soit des étudiants, que ce soit des collectivités, que ce soit des entreprises, des associations, des organismes de recherche, des réseaux diplomatiques français et étrangers, etc., etc. Et c'est précisément ce que la CPU a souhaité faire lors de son tout récent colloque annuel et qui a, autour d'un ensemble de tables rondes, convié un certain nombre d'intervenants, un certain nombre de représentants de ce maillage territorial, et en particulier dans une table ronde que j'avais eu le plaisir et l'honneur d'organiser
et d'animer autour justement de ces questions, des enjeux internationaux autour de cette question de la territorialisation. Donc c'est ça que je souhaiterais partager avec vous. Il s'agissait donc de savoir et de poser des questions à nos invités, de savoir quel regard ils portent sur les universités, quelles sont leurs attentes et la manière dont ils comprennent et conçoivent ces interrelations entre les politiques, leurs politiques respectives et celles des établissements universitaires, aussi bien sur le volet de la recherche que sur celui des formations. Donc je vais témoigner un petit peu de ce qui s'est passé dans cette table ronde. Un premier invité était le directeur délégué du secteur espace, spatial, au pôle de compétitivité mondiale Aerospace Valley. Je parle depuis Toulouse, donc c'est un pôle de compétitivité qui est situé dans la région Occitanie, Nouvelle-Aquitaine. Et avec Philippe Platt, donc nous nous sommes demandé en quoi les universités ont-elles un rôle à jouer dans la perspective de développement international des entreprises d'un secteur comme celui du spatial, très enraciné donc dans un périmètre géographique, les deux régions que j'ai citées, aussi bien donc en matière de recherche que de formation. Et en ce sens, nous souhaitions savoir quel regard portent les industriels implantés sur un territoire donné sur l'évolution des formes universitaires présentes sur ce territoire. Et en particulier, évidemment, sur la stratégie de regroupement des établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui a cours actuellement. Également, nous avons voulu savoir quel rôle pourront jouer les universités de demain pour, par exemple, attirer des chercheurs pouvant s'insérer dans leur propre sphère, en termes de valorisation et d'innovation notamment. Et enfin, nous avons considéré intéressant de chercher à savoir si, et ça fait écho à ce qui a été dit précédemment dans l'intervention de Monsieur Linden, si lors de leur déplacement d'influence, par exemple à Bruxelles, mais au-delà, et également les industriels s'entourent des universités, aux côtés des acteurs de leurs écosystèmes respectifs. Et si oui, pourquoi et comment la chose était préparée. Effectivement, la question de l'amont est très importante. Alors à toutes ces questions, il a été répondu, et je fais vraiment une synthèse très très réductrice évidemment, il a été répondu donc en substance que le maillage universitaire était beaucoup plus présent dans leurs actions que ce que les propres universités peuvent elles-mêmes penser. Et sans doute de manière assez éparse et peu coordonnée, et qu'un souhait de leur côté pouvait être que les universités soient mieux structurées dans leur propre capacité de représentation auprès de leurs partenaires territoriaux et auprès d'eux-mêmes également. Autrement dit, l'université possède un potentiel gigantesque qui intéresse ce maillage économique territorial à beaucoup de titres, mais ce maillage, manque finalement de mode d'emploi pour un dialogue entre les différentes structures. Et donc, d'une certaine manière, ce qui a été pointé, c'est que cette présence universitaire se contente finalement de fonctionner par approche bilatérale avec telle ou telle composante, par exemple un service qui peut être de type des SQIP dans nos établissements, ou bien une équipe de recherche, voire avec telle ou telle personne, passant par une voie où finalement la place et la force de l'institution elle-même se diluent beaucoup et devient parfois même invisible. Et y compris, je dirais, dans leur stratégie de développement et de rayonnement international. Donc il y avait là un constat qui était, je crois, très très intéressant à partager et à analyser en notre sein, nous les universités. Rapidement, vous dire qu'un deuxième invité avait été sollicité pour représenter les collectivités territoriales. Il s'agissait donc d'un conseiller régional en région Occitanie, délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche, qui connaît bien le monde académique, puisqu'il en fait lui-même partie et il le connaît également pour avoir présidé une université. Il s'agit de Bertrand Montubert. Et avec lui, nous avons questionné l'intérêt de construire des universités ouvertes sur la cité pour contribuer à une formation citoyenne de qualité, nationale et internationale. Et plus généralement pour construire des ponts, a priori nombreux, entre les stratégies académiques et les préoccupations des politiques territoriales sur les compétences qui sont les leurs, bien entendu.
Et donc concrètement, nous nous sommes demandé, entre autres, et je fais une synthèse là aussi, quelle fonction ou quelle mission des universités intéresse particulièrement les collectivités territoriales, notamment face à la reprise post-crise sanitaire, et dans un environnement global caractérisé par un nombre important de ce qu'on appelle désormais les transitions sociétales, qu'elles soient également techniques et sans aucun doute culturelles. Et donc, quelle est la place des chercheurs et des chercheuses dans les champs d'action propres aux régions et dans leur stratégie de développement international, notamment en termes, entre autres, d'amélioration de la compétitivité des PME, de renforcement de l'employabilité, d'accompagnement de la transition vers une économie durable, etc. Et nous avons là aussi demandé si les universités étaient sollicitées et si elles répondaient présent lorsque les écosystèmes régionaux, alors animés par les collectivités, se rendent en délégation à l'étranger. Et donc à ces questions, en synthèse, il a été répondu que les collectivités voyaient une sorte de tiraillement entre un tropisme universitaire porté vers le monde interne, vers sa structure interne, et l'identité même des universités, tout à la fois gardienne et transmetteuse de savoirs fondamentaux pour l'humanité en général, et d'autre part, une université en prise, disons, avec les défis sociétaux plus court-termistes, je dirais, et qui sont portés par des attentes définies dans le cadre de politiques nationales et internationales, et évidemment, beaucoup d'entre elles portées par les entités territoriales. Donc, cette tension entre ces deux dimensions, du long terme, du court terme, du fondamental, du plus applicatif, ajoutée aussi à les difficultés en termes de moyens dans laquelle se trouvent nos établissements dans un système de l'ESRI, de l'enseignement supérieur, recherche innovation français à 2 vitesses, avec des universités et un système de grandes écoles en parallèle, laisse finalement parfois peu de place et peu de temps pour une gouvernance plus solaire, je pourrais l'appeler comme ça, tournée pleinement vers l'extérieur et qui contribuerait finalement à mieux faire voir la manière dont ces universités sont de facto un acteur majeur de la société et des sociétés au niveau international. Et c'est précisément le rôle que s'assigne la CPU en tant que conférence des présidents d'université que de pouvoir incarner d'une certaine manière ce rôle-là. Mais je dois bien dire que le chantier est vraiment très très grand et la CPU a vraiment un très grand rôle à jouer à l'avenir à cet endroit-là. L'exemple le plus frappant peut-être en matière de relations université-territoire et je pense la difficulté dans laquelle se trouvent les universités pour cartographier leur impact économique dans la cité. Ce sont des choses qui sont parfois faites avec succès, parfois avec plus de difficultés, c'est-à-dire une prise de conscience qui est difficile de la part des universités de ce qu'elles pèsent finalement d'un point de vue économique dans leur propre territoire. Enfin, pour terminer, au-delà des logiques internationales déployées depuis les territoires, la France, naturellement, et ça a été rappelé tout à l'heure, déploie sa politique internationale à travers son réseau diplomatique dans le monde. Et pour mieux saisir l'évolution des stratégies diplomatiques et la manière dont les universités peuvent y trouver un appui solide pour développer leur propre stratégie, nous avions lors de ce colloque invité une personne qui est actuellement chargée de mission à la délégation aux affaires européennes et internationales du MESRI et qui a également occupé divers postes diplomatiques dans le monde, comme attaché de coopération universitaire. Et il s'agit de Régis Guillaume et nous lui avions demandé quel est l'intérêt des universités à participer à la diplomatie d'influence de la France et inversement, en quoi les compétences des universités sont-elles utiles au déploiement des missions du réseau diplomatique. Et finalement, quelle triangulation existe-t-il de son point de vue entre la diplomatie politique, la diplomatie économique et la diplomatie d'influence via la coopération universitaire, la coopération culturelle, scientifique et technique. Et sa réponse a montré combien, du point de vue de la diplomatie française, le rôle des universités est majeur. C'est-à-dire, le format universitaire, rappelons-nous cet élément fondamental,
est un standard international. Et le monde entier méconnaît finalement le système français avec ces deux vitesses ou ces deux éléments, on ne peut pas les qualifier, grandes écoles d'un côté, universités de l'autre, mais aussi la partition entre universités et organismes nationaux de recherche. Donc la perception depuis l'étranger, c'est que l'université est le seul lieu finalement de formation et recherche, pratiquement le seul lieu, et où se situe finalement ce qu'on pourrait appeler la matière grise française, pour l'appeler comme ça. Donc il y a une attente très forte du réseau diplomatique français et donc de la politique internationale de la France en direction des universités. Et les récentes universités européennes fondent de ce point de vue beaucoup d'espoir sur notre capacité à être un vecteur de développement d'une dynamique structurée au niveau de l'Europe, capable de faire monter en compétence nos établissements pour qu'ils dépassent finalement leur stratégie locale et nationale. Quand je dis locale, parfois c'est même hyper local, limitée, il faut bien le rappeler, par les moyens qui sont les leurs actuellement, et de les voir construire des politiques intégrant une dimension stratégique beaucoup plus globale du point de vue de l'international, bien au-delà du maillage actuel, du maillage international actuel, souvent construit sur une addition d'initiatives, comme je le disais précédemment, parfois relativement individuelles, très riches naturellement, très pertinentes, mais peu ancrées dans une réelle stratégie de relations internationales de l'établissement. En d'autres termes, les universités sont invitées ou ont été invitées à consolider des stratégies internationales capables de s'insérer dans la logique académique au niveau mondial, mais aussi dans la logique de géopolitique mondiale, comme socle du déploiement d'influence de la France. Alors, pour conclure, évidemment tout à fait provisoirement, il semble évident qu'à l'heure où le gouvernement français projette d'internationaliser davantage les INSPE, en particulier les parcours de formation des étudiants qui sont futurs enseignants du primaire et du secondaire, ils fassent le pari d'une grande capacité des établissements universitaires à être porteurs d'une évolution importante dans leur capacité, dans notre capacité à franchir un cap. Et il me semble que les universités sont désormais prêtes pour cela. C'est une question, alors, un petit peu provocatrice, il est vrai, que je peux aussi envoyer aux participants de ce colloque. C'est-à-dire, sommes-nous convaincus et sommes-nous prêts? Et c'est aussi une question qu'il faut poser à notre tutelle. La question des moyens est vraiment très très importante pour que nous puissions y parvenir. Le dialogue est de ce point de vue en cours actuellement, mais il doit, je crois, vraiment déboucher sur une proposition ambitieuse et viable. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps, en attendant avec beaucoup d'intérêt les échanges qui auront lieu au moment de la fin de la table. Je vous remercie. Merci beaucoup Madame la Présidente. Écoutez, cette question, les INSPE sont-ils prêts? Je propose que nous la conservions pour la partie de discussion générale entre l'ensemble des panélistes, une fois que chacun se sera exprimé. C'est presque la mère des questions finalement qui nous réunit depuis maintenant un peu plus d'une journée, et que nous n'arrêtons pas finalement de travailler et de traiter tout au long de ces 2 journées. Par votre intervention, vous avez montré, je dirais, l'importance et peut-être même le poids de l'enjeu qui repose aujourd'hui sur les universités pour contribuer au développement d'une stratégie internationale à l'international avec l'écosystème dans lequel ces universités sont pleinement implantées. On savait, je prends juste un exemple très rapide et contemporain, en particulier avec le plan Université 2000 par exemple, les universités avaient déjà noué et établi des liens avec les acteurs du territoire qui étaient extrêmement importants, mais ce que vous nous avez indiqué, c'est que cet écosystème, il vise aujourd'hui à s'exporter. Il vise aujourd'hui à s'exporter dans le cadre d'une stratégie coordonnée à l'international, et que cette stratégie coordonnée à l'international, elle est évidemment beaucoup plus exigeante qu'une stricte coordination territoriale, et elle fait l'objet, j'ai retenu cette formule que vous avez employée et qui me semble en effet tout à fait appropriée, d'une logique de triangulation politique entre des acteurs au sein d'une échelle ou d'un périmètre nouveau d'action et de partenariat. Alors parmi ces établissements universitaires qui, si vous me pardonnez cette expression, ont franchi le miroir de la triangulation politique à l'international, figure l'université d'Aix-Marseille, qui est un exemple important de la manière dont une université, dans une logique de coordination territoriale
Par ailleurs, ce dont nous parlera très certainement Karl Stockel, eh bien cette université s'efforce également de peser à l'international avec ses acteurs en ayant un bureau, une représentation permanente au sein de l'Union européenne. Et donc, avant de céder la parole à Karl Stockel, donc chargé de représentation auprès des institutions de l'Union européenne au nom de l'université d'Aix-Marseille, simplement quelques mots pour le présenter. Donc, Karl, vous êtes diplômé d'un master en administration publique et gestion des collectivités locales. Vous êtes spécialiste en relations internationales, diplômé de l'université Paris-Est Créteil, après un premier cycle en droit à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez également été ancien conseiller de la CPU en charge des relations avec le Parlement et, comme je le disais tout à l'heure, vous travaillez évidemment aujourd'hui à l'université d'Aix-Marseille dans son bureau à Bruxelles. En effet, depuis le 1er janvier 2016, cette université dispose de sa propre représentation permanente à Bruxelles, laquelle vise à offrir, et je cite, une plus grande résonance aux actions portées par l'université, notamment dans les domaines de la recherche et de l'innovation. Eh bien, Monsieur Stockel, nous vous laissons la parole pour que vous nous explicitiez la manière dont justement cette résonance s'opère, en lien bien sûr avec les institutions européennes, mais peut-être avec d'autres acteurs de l'enseignement supérieur, voire du territoire de la région PACA à Bruxelles. À vous. Merci beaucoup, Monsieur Jakubowski. Merci également à la présidente Emmanuelle Garnier d'avoir donné cet aperçu macroscopique très intéressant à la fois des enjeux et des stratégies internationales des universités et de la CPU. Je vais pour ma part me concentrer plutôt sur une déclinaison d'une stratégie qui n'a pas forcément vocation à être un exemple, mais qui peut, à certains égards, servir d'exemple, la stratégie d'Aix-Marseille Université, sur un plan des politiques, un aspect, une facette des politiques internationales, à savoir justement l'Europe, la participation au programme européen et, je dirais plus globalement, le lobbying européen avec cette représentation à Bruxelles que vous avez évoquée, Monsieur Jakubowski. Donc Aix-Marseille Université, déjà, pour donner quelques grandes données et très brièvement, est une université donc métropolitaine par excellence, avec 80 000 étudiants, avec 119 unités de recherche, donc un potentiel à la fois en termes dans ses différentes missions, que ce soit la formation, la recherche et l'innovation, qui est important et qui se déploie sur un territoire métropolitain extrêmement large. Donc, pour rebondir peut-être sur ce qui a été dit jusqu'alors, notamment sur la nécessité de prendre conscience du rôle des universités dans leur propre territoire et dans leur environnement, on peut citer un certain nombre d'exemples qui ne sont pas propres à Aix-Marseille Université, mais qui existent à Aix-Marseille Université, c'est-à-dire cet engagement, je dirais, auprès de la société, de manière générale, des acteurs du territoire, donc société civile, acteurs économiques, industriels, donc prendre conscience du rôle qu'a l'université dans les faits, le mesurer, mais également du rôle qu'elle pourrait avoir ou ce qu'elle pourrait faire de plus, en lien notamment avec, le mot sociétal est sorti, mais avec la nécessité de participer à l'atteinte des objectifs de développement durable. Alors, par exemple, il y a des projets du PIA qui concernent l'accompagnement des lycéens, notamment dans des établissements difficiles du secondaire à Marseille, vers l'enseignement supérieur et qui organisent aussi, d'une certaine manière, ces projets, le lien territorial ou le rôle territorial de l'université auprès de la jeunesse au sens large. On pourrait citer d'autres exemples en formation continue avec les entreprises. Et puis, la question de la mesure de l'impact économique ou des retombées économiques de l'activité d'une université sur son territoire est également un élément important à pouvoir objectiver. En tout cas, c'est un enjeu. Nous avons publié il y a quelques mois de cela, en février, les résultats d'une étude d'un cabinet britannique qui s'appelle Biggar Economics, qui mesure cet impact économique de l'université au niveau de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour ce qui concerne Aix-Marseille Université, et au niveau national. Et donc, la mesure de ces retombées conduit au résultat de 3,7 milliards d'euros
de valeur ajoutée brute pour l'Université d'Aix-Marseille et 42 000 emplois au niveau régional. Et au niveau national, cet impact est mesuré à hauteur de 7,5 milliards d'euros de valeur ajoutée brute et 68 000 emplois pour l'année 2019. Donc ces deux chiffres sont pour l'année 2019 et donnent une idée de l'ampleur que représente l'impact économique d'Aix-Marseille Université, et ça doit très probablement être le cas de très nombreuses universités qui ont une portée territoriale, métropolitaine importante. Donc ça, c'est un élément important. Donc je parlais d'Aix-Marseille Université, université métropolitaine, mais université aussi qui, par essence, et peut-être par choix politique, est européenne. Et donc, cette stratégie européenne se traduit bien sûr par une stratégie importante de renforcement de la participation de l'université au programme cadre de recherche et d'innovation, Horizon 2020, au niveau européen. Donc, Aix-Marseille Université est la deuxième université française en termes de participation à ce programme important de l'Union européenne. Elle a participé à l'initiative des universités européennes lancée en 2019, puisqu'elle coordonne une des alliances françaises, initiative qui a été évoquée par Madame Garnier. Et puis elle a ouvert, comme vous l'avez dit, Monsieur Jakubowski, un bureau de représentation à Bruxelles en 2016. Elle était la première université française à le faire. Il y a aujourd'hui 4 universités qui sont représentées à Bruxelles françaises, 4 universités françaises et beaucoup plus au niveau européen. Donc en ce moment, par exemple, sur les sujets européens qui sont d'intérêt, il y a par exemple la volonté de l'Union européenne de participer à la recherche sur les sciences de l'océan, l'océanographie, les problématiques liées au climat et le rôle des océans dans le climat, avec de nombreux programmes européens qui se déploient au niveau européen. Et donc la présence à Bruxelles permet de présenter aussi la complexité du territoire et la richesse du territoire dans ces domaines-là, que ce soit la contribution scientifique, que ce soit également en partenariat avec les acteurs économiques. Le siège du transporteur maritime CMA-CGM se trouve à Marseille, les acteurs également de l'économie fluviale, avec donc le Rhône qui débouche sur la Méditerranée à cet endroit, et l'importance de la Méditerranée comme espace d'observation des phénomènes de changement climatique sur les océans. Il y a également la négociation en ce moment du programme qui concerne la politique du voisinage européen, de développement et de coopération internationale, programme doté pour 7 ans de 80 milliards d'euros et qui va permettre de déployer en dehors des frontières de l'Union européenne des stratégies européennes, notamment à travers la formation, la recherche et l'innovation, et donc participer au dessin des contours de ce programme est évidemment important. Donc je voulais projeter une slide que je vais projeter maintenant rapidement pour illustrer peut-être comment se décline justement cette stratégie. Alors si j'arrive à la partager, bien sûr. Est-ce que nous sommes... Voilà. Alors, je pense que vous pouvez apercevoir ce tableau qui est assez austère, mais qui a pour objet de présenter des illustrations assez concrètes. Alors, et qui reprend les missions d'un bureau de représentation à Bruxelles, tel que celui d'Aix-Marseille Université, à gauche, donc avec la mission de veille, parce que Bruxelles est un espace où circule l'information grise, c'est-à-dire l'information qui est en train d'être modelée sur les futurs programmes et les futures opportunités de positionnement et de financement européens. Donc un élément précis, la deuxième colonne de droite présente justement les stratégies et les actions qui sont déployées avec les acteurs du territoire, et en particulier la région. Un élément important, le bureau d'Aix-Marseille Université est hébergé dans les locaux de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce qui permet de déployer, de décliner une stratégie territoriale au niveau de Bruxelles et des institutions européennes. Donc la veille est un élément important, voilà, pour l'espace qu'est Bruxelles, espace
d'élaboration des politiques publiques, de promotion, et donc deuxième élément, la promotion, donc introduire de l'expertise. Aix-Marseille en a, mais toutes les universités en ont, de l'expertise dans un lieu où s'élaborent justement les politiques publiques européennes. Faire du réseautage également. Il y a à Bruxelles 150 universités européennes qui sont représentées. Il y a même une université russe et 3 universités japonaises. Il se trouve que pour le programme Horizon Europe, dont je parlais tout à l'heure, qui est doté d'un budget de 95 milliards d'euros pour 7 ans, le pilier le plus important de ce programme est la recherche collaborative européenne, avec plus de 50 milliards d'euros pour 7 ans. Et donc la possibilité de rencontrer en un lieu des acteurs européens clés pour former des collaborations européennes et ainsi accroître la participation de l'université au programme européen et en particulier au programme cadre Horizon Europe a tout à fait son utilité. Donc les organismes de recherche, pas seulement français mais européens, sont également représentés à Bruxelles, des fédérations d'entreprises, des ONG également, autant d'acteurs pertinents qui, en plus des missions d'une université, formation, recherche, innovation, viennent compléter des consortia, autrement dit des collaborations, qui elles-mêmes permettent de participer à l'atteinte des objectifs européens qui eux-mêmes sont traduits dans les programmes européens, les fonds européens. Et puis, l'influence, dernier élément de mission, avec une importance cruciale, justement, des relations informelles qui sont nouées à Bruxelles et qui répondent à des logiques qui sont très différentes de logiques qu'on peut avoir, par exemple, à Paris. Je travaillais auparavant à Paris auprès d'institutions nationales, le Parlement ou des ministères. Les codes, l'habitus ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, il y a une possibilité, justement, puisque les gens viennent avec leur habitus, avec leurs codes qui sont différents d'un pays à l'autre, il y a la possibilité d'écrire aussi des stratégies communes avec des partenaires européens. Donc ça, bien sûr, nous le menons de concert, alors à la fois, évidemment, pour l'université, le bureau de représentation agit seul, organise ses 4 missions seul, mais organise également, lorsque c'est pertinent, cette stratégie avec l'université, avec la région et avec des acteurs régionaux présents également à Bruxelles, puisque dans les bureaux où je me trouve aujourd'hui à Bruxelles, non loin de vous à Lille, se trouve également un pôle de compétitivité dont le siège est à Marseille, qui a une représentation directe auprès de la Commission européenne, ainsi que la représentation du département des Bouches-du-Rhône. En plus de l'université donc et de la région. Voilà, donc je vais peut-être pas détailler les exemples, mais il y a plusieurs exemples de stratégies qu'on peut conduire avec la région, que ce soit au niveau de la veille, de la valorisation du réseautage ou de l'influence, qui sont présentés dans la colonne de droite du tableau que je projette et qui permettent, par exemple, sur les enjeux portuaires ou de transformation des ports pour les rendre moins émetteurs de gaz à effet de serre, plus résilients également. Eh bien, il y a de puissants financements et de projets européens qui permettent de travailler à des stratégies territoriales, non seulement avec les collectivités, mais aussi avec des acteurs comme le port de Marseille-Fos, qui est le premier port français, ou encore le transporteur maritime CMA CGM. Voilà, donc c'est un exemple parmi d'autres, mais également voilà le plan de relance européen qui va se déployer également de façon territoriale avec son instrument régional qui est React EU. C'est les contours de ce plan avec les enjeux qui ont été évoqués d'ores et déjà les priorités européennes de transition écologique d'une part, de transition verte et de transition numérique d'autre part. Sont déclinés également territorialement dans cet instrument à la disposition des collectivités territoriales, aux côtés du FEDER, aux côtés du FSE, donc les fonds structurels, et qui permet de déployer le plan de relance européen sur le territoire. Tout ça s'élabore en ce moment à Bruxelles, et il y a une nécessité parfois de porter un message territorial, de présenter les atouts du potentiel de formation, de recherche et d'innovation avec les acteurs régionaux. Je voudrais pas prendre trop de temps, donc je vais m'arrêter là. Parfait. Écoute,
Vous m'entendez? Oui, parfait. Merci Monsieur Stockel pour cette intervention. On voit au travers de ce que vous nous avez expliqué et puis décrit qu'en réalité, il y a déjà un niveau de maturité qui est évident au sein de l'Université d'Aix-Marseille dans son articulation et son travail conjoint, en particulier ici avec la région PACA, dans la perspective, en tout cas, et dans la volonté d'accroître la force du lobbying auprès des institutions européennes. Cependant, et ça fera le lien avec la question que posait la présidente Garnier tout à l'heure et qui, à mon avis, pourra servir de trame à nos échanges après la présentation de Monsieur Bolo. Vous ne nous avez pas indiqué si l'éducation consistait en un axe important et stratégique de développement pour l'articulation ou le chaînage entre la région PACA, l'Université d'Aix-Marseille Université auprès des institutions européennes, mais peut-être qu'on pourra aussi interroger l'Europe si elle-même fait ou ne fait pas de l'éducation un pivot de son développement stratégique. Alors la maturité dont vous nous avez fait part, peut-être qu'on ne la retrouve pas encore complètement dans cette articulation enseignement supérieur et collectivité territoriale au sein de la région des Hauts-de-France et en particulier dans la métropole lilloise. Et donc je vais céder la parole à Christophe Bolo qui va nous faire part de l'expérience métropolitaine en la matière, puisque c'est un de vos voisins à Bruxelles au travers de la représentation permanente de l'AMEL, et puis peut-être conclura-t-il en nous exposant le niveau d'articulation avec les acteurs de l'enseignement supérieur lillois. Alors Christophe Bolo, vous êtes diplômé en marketing et d'un master en économie européenne et en gestion financière internationale. Vous avez débuté comme conseiller à la CCI de Franche-Comté avant de rejoindre l'agence d'urbanisme de Montbéliard comme directeur du développement économique. Vous êtes arrivé à la métropole européenne de Lille, alors qui ne portait pas ce nom-là à l'époque, c'était Lille Métropole Communauté Urbaine, en février 2009, et vous avez occupé à partir de cette date la fonction de directeur général adjoint en charge du développement économique, de l'emploi et de l'international, pour occuper à partir de septembre 2017 les fonctions de délégué permanent auprès des institutions européennes. Vos missions sont, entre autres, de faire connaître l'AMEL, ses projets à Bruxelles, de suivre et de tenter d'infléchir l'évolution des fonds de cohésion et de faire prendre en compte les priorités de la métropole européenne par les institutions européennes et de développer les partenariats avec d'autres métropoles d'Europe autour des thématiques d'excellence partagée, suivant un certain nombre d'axes que vous allez nous exposer. Voilà, à vous. Très bien, merci. J'ai quelques slides pour supporter mes propos. Merci de cette invitation. En effet, je vais vous emmener peut-être un petit peu loin du monde de l'éducation pour rentrer dans celui des collectivités et de liaison avec l'Europe. En quelques mots, la métropole européenne de Lille, c'est 95 communes, 1 200 000 habitants, la 4e agglomération française, qui s'est structurée il y a une 60aine d'années autour du partage d'infrastructures et de services urbains et qui progressivement s'est développée vers un outil beaucoup plus stratégique qui porte des stratégies de développement territorial, développement économique, développement durable et également de l'international. Alors l'AMEL et l'Europe jusque-là, l'Europe à l'AMEL, c'était principalement 2 points. Tout d'abord des financements et des financements essentiellement locaux, c'est-à-dire des financements, le Fonds européen de développement économique régional, où vous voyez là quelques axes d'intervention avec des sommes toutes intéressantes, notamment depuis que nous gérons un investissement territorial intégré, non pas pour le bénéfice de l'institution, mais bien du territoire, et à destination des zones politiques de la ville. Voilà, donc globalement, on récupère à peu près 50 millions d'euros sur la période 2014-2020, et on espère bien faire mieux sur le prochain. Deuxième axe de l'Europe à l'AMEL, c'est la coopération transfrontalière. Nous avons été, la tradition de coopération avec nos voisins wallons et flamands est très ancienne, ce qui nous a permis d'être le premier groupement européen de coopération territoriale qui s'est constitué en 2008, il y a 12 ans maintenant, et qui
donc avec l'ensemble des collectivités locales. Il y a 14 collectivités qui sont partenaires, mais au premier rang desquelles donc Lille, enfin la métropole européenne de Lille, la ville de Tournai, la ville de Courtrai, et qui travaillent sur la levée des barrières en matière économique, culturelle, touristique, de l'emploi également, donc sur le territoire. Mais voilà, l'Europe s'arrêtait là jusqu'à il y a 5 ou 6 ans, et donc nous avons été amenés à retravailler un peu nos attentes vis-à-vis de l'Europe et à se dire qu'au-delà des financements, qui restent un pilier essentiel bien sûr, nous devions travailler 2 volets complémentaires, la coopération et les partenariats, parce qu'en effet l'essentiel des financements jusque-là venait de la politique de cohésion, mais demain, si nous voulons profiter des autres types de financements qui sont en pleine montée en puissance, Monsieur Stocquin rappelait tout à l'heure le montant d'Horizon Europe avec 95 milliards d'euros, il va dépasser le Fonds social européen. Et donc tous ces fonds issus donc de la Commission exigent un partenariat européen, ce qui n'est pas le cas de la politique de cohésion. Donc besoin de générer des coopérations en vue de développer et de répondre à des appels à projets européens. Troisième volet, l'influence. Alors l'influence, c'était quelque chose qui était très peu finalement connu, très peu ressenti. La capacité finalement d'influence d'une collectivité, pas forcément seule, mais pourquoi pas, on y viendra tout à l'heure, pour faire en sorte que les orientations, les stratégies, les politiques, les projets européens puissent rencontrer davantage nos propres intérêts. Voilà, donc on a travaillé sur ce pilier-là et puis sur 2 éléments nécessaires que sont la promotion, se faire connaître, comme le rappelait M. Jakubowski, et l'acculturation de nos élus, de nos agents du territoire sur lesquels on a encore beaucoup à faire. Voilà, j'évoquais tout à l'heure donc les nouveaux programmes. Je pense que l'enjeu pour nous, c'est vraiment d'être très présent dans ces différents programmes, dont Horizon Europe, dont le nouveau programme Digital Europe, dont Europe Créative, voilà, sur lesquels nous étions, mais vraiment de manière très marginale. Sur les 50 millions d'euros que j'évoquais tout à l'heure, ça représente moins de 500 000 euros sur le mandat précédent. Les missions qui ont été confiées, donc l'idée a été en 2017 de finalement monter cette délégation en voyant, on avait travaillé un petit diagnostic qui montrait que finalement la MEL, qui est devenue métropole européenne de Lille par le législateur essentiellement à travers son côté transfrontalier, eh bien n'était pas suffisamment présente sur la scène européenne, sur la scène des affaires européennes, et que paradoxalement les villes qui réussissaient le mieux en Europe, notamment les villes du nord de l'Europe, sont quasiment toutes présentes à Bruxelles. Les villes scandinaves, les villes des Pays-Bas, alors que la France, seul Lyon, qui réussit très bien à l'échelle européenne, seul Lyon était présente depuis très longtemps. Bon, depuis Grenoble nous a rejoints et Strasbourg vient de prendre la décision aussi de nous rejoindre. Donc le premier volet, c'est faire connaître la MEL, son territoire, ses projets, dans toute cette bulle bruxelloise qui compte au premier rang desquelles on trouve évidemment les institutions européennes et bien sûr la Commission européenne, mais également tous les acteurs qui sont présents à Bruxelles, les villes bien sûr. Et pour l'instant, il n'y en a pas encore beaucoup, ce qui est intéressant parce que nous avons une oreille assez attentive de la Commission parce que finalement il y a moins de villes qu'il n'y a de régions présentes à Bruxelles, donc ils sont plutôt friands de nous entendre parce que nous sommes finalement le niveau de politique publique qui est le plus proche du territoire, le plus proche des citoyens, et ça intéresse fortement l'Europe de bien comprendre cette relation-là. Voilà, donc autre type d'acteurs essentiels à Bruxelles, les réseaux. Nous sommes membres, je viendrai de plusieurs réseaux européens, de villes, mais aussi de réseaux thématiques. Mais il y existe des centaines et des centaines de réseaux avec lesquels on peut travailler ponctuellement et qui peuvent nous accompagner dans une ou l'autre de nos missions, qu'il s'agisse de partenariat ou d'influence. Le deuxième volet essentiel, c'est faire en sorte qu'il y ait plus d'Europe à la MEL et qu'on puisse acculturer, sensibiliser nos élus, nos agents
au fonctionnement, aux pratiques des institutions européennes. Et là, je pense qu'on a beaucoup de marge de progrès à la MEL, mais globalement en France, on voit que la France reste, comme l'Allemagne d'ailleurs, hein, les deux grands pays sont les deux pays les finalement qui profitent peut-être le moins ou qui ont les plus grosses difficultés donc à être dans des partenariats européens, notamment au niveau des villes. Mais la France, je pense que ce fait-là est vraiment exacerbé. Troisième volet, bien l'influence, je l'évoquais tout à l'heure, l'influence soit seule, mais surtout à travers nos réseaux. Et le fait d'être basé à Bruxelles nous a permis de renforcer notre proximité avec les deux grands réseaux de villes et régions que sont Eurocities et le comité des communes et régions d'Europe. Et il se trouve qu'on a trouvé des locaux dans le même bâtiment qu'eux, donc ça a facilité le rapprochement. Mais on peut le faire aussi en direct, je le disais, notamment auprès de la Commission, qui, je le rappelle, a un pouvoir énorme en termes de législation, vu qu'il a le pouvoir d'initiative, et donc c'est elle qui écrit les premiers textes, et ce sont ses fonctionnaires qui écrivent les premiers textes. Donc la rencontre avec ces fonctionnaires est essentielle, et ils sont toujours très très preneurs de ce type d'approche. Et donc dernier axe, donc les partenariats durables. Le partenariat, tout à l'heure, je l'ai introduit sur le volet financement, mais pour moi, l'ouverture européenne, ce n'est pas qu'une motivation de financement de nos projets, c'est aussi une motivation d'ouverture à l'innovation européenne qui est développée par d'autres, à laquelle on peut contribuer aussi en apportant dans des échanges de bonnes pratiques nos savoir-faire, nos compétences, mais surtout en apprenant des autres villes. Et je pense que rien que pour ça, c'est déjà un pas essentiel de pouvoir mieux collaborer avec les villes européennes qui peuvent être très en avance sur un certain nombre de sujets de transition écologique, de transition numérique ou de transition sociale. Les réseaux dont nous sommes membres, je ne vais pas m'attarder là-dessus, des réseaux généralistes comme Eurocities ou CCRE, des réseaux thématiques comme Police sur le transport ou l'environnement pour ICLEI Energy Cities et le digital. Alors cette slide est illisible, je m'en excuse, mais c'était juste pour vous montrer que comment nous y sommes pris. Nous avons cherché d'abord à faire matcher les priorités de la Commission et notamment de la nouvelle Commission qui sont au nombre de 6, avec les priorités de la MEL, du nouveau mandat qui a démarré l'année dernière, puis avec les actions que nous avions déjà commencé à entreprendre au cours de la première année et demie à Bruxelles. Donc avec évidemment un tropisme sur le Green Deal, où nous intervenons beaucoup, mais également sur le digital et sur une économie au service des personnes, qui est la troisième priorité européenne. Voilà, donc nous avons essayé de faire correspondre les actions de la MEL à Bruxelles avec évidemment les stratégies de l'Union européenne du moment. Pour nous concentrer sur, en effet, la transition écologique, la transition numérique et la transition sociale, sur des thématiques de partenariat et d'influence, autour principalement de dynamiques partenariales, soit qui sont engagées par nos réseaux, soit par la Commission elle-même, soit que nous avons initié nous-mêmes sur un certain nombre de sujets que vous voyez sur cette slide. Je donne quelques exemples. Sur le numérique, une initiative a été prise par la Commission, par des réseaux à la fois généralistes et thématiques, et par quelques villes, dont Rotterdam, pour accélérer la transformation numérique des territoires et des villes, en faisant le constat que finalement, on a eu beaucoup de solutions qui ont été imaginées à travers les différents projets de recherche européens, mais que l'arrivée sur le marché, la mise en œuvre n'est pas facile, qu'il y a un certain nombre d'obstacles. Donc l'idée était de pouvoir travailler à la levée des obstacles juridiques, des obstacles financiers, des obstacles tout simplement en termes de connaissances et d'appropriation par les acteurs de terrain. Un autre exemple de dynamique collective impulsée par la Commission, le Green City Accord, que la MEL vient de signer, on doit être la première agglomération française à le faire, qui vise donc à prendre des engagements sur les grandes thématiques
qui font l'environnement, comme le bruit, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, l'économie circulaire. Et à travers ces engagements sur la durée, pour aller vers 2050, vers la neutralité carbone aussi, et bien de pouvoir organiser des échanges de bonnes pratiques, des projets, des programmes européens, donc avec les villes membres de cette dynamique. Je prendrai un autre exemple sur le design des politiques publiques. Il se trouve que la métropole européenne de Lille s'est beaucoup engagée, d'ailleurs avec l'Université de Lille, dans une démarche de design au service de ces stratégies, au service des services publics et des politiques publiques, si bien qu'elle a candidaté, elle a été retenue comme capitale mondiale du design 2020. Donc à Bruxelles, nous avons beaucoup œuvré pour faire en sorte de promouvoir, de faire connaître, de diffuser cette culture du design de politique publique. Malheureusement, le Covid nous a beaucoup limité dans la mise en œuvre de cette capitale mondiale, et notamment dans notre relation internationale sur capitale mondiale, parce que les déplacements étaient interdits tout au long de l'année 2020, donc ça a été assez compliqué. En revanche, nous avons pu rebondir très fortement à travers, vous avez peut-être entendu parler d'une nouvelle dynamique qu'a engagée la présidente de la Commission elle-même à travers le nouveau Bauhaus européen qui vise à accompagner la mise en œuvre du Green Deal par un mouvement à la fois culturel, esthétique, multidisciplinaire, durable bien sûr et inclusif, pour, à l'image du Bauhaus allemand de post-Première Guerre mondiale, faciliter la relance, la reconstruction en amenant cette dynamique culturelle, architecturale. Et donc c'est ce qu'on avait un petit peu vécu nous à travers Capitale mondiale du design, et donc nous avons pu rebondir pour faire en sorte que l'AMEL soit proche de cette dynamique, et nous avons réussi à faire intégrer notre designer de politique publique de l'AMEL dans une table ronde de haut niveau qui comprend une quinzaine de personnalités du monde de l'architecture, du design, de la culture, et qui conseille donc la commission et la présidente de la commission elle-même. Voilà, donc là on est vraiment sur une action d'influence assez concrète. Là, j'ai d'autres exemples, je vais passer assez rapidement, mais pour mettre le lien entre les compétences de la métropole et quelques exemples d'action. Par exemple, l'Europe s'est engagée assez fortement, commence à s'engager un peu plus fortement sur le social, à travers le sommet social de Göteborg en 2017, qui a été repris récemment à Porto, et notamment la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux. Bien une dynamique qui a été mise en place avec nos réseaux, c'est de montrer comment les villes s'engagent dans la mise en œuvre de ce socle européen des droits sociaux, ce qu'on a fait sur l'habitat. Un autre exemple de lobbying, l'Europe a sorti un programme pour faciliter la mise en place d'ingénierie financière dans les villes autour des programmes sur l'énergie et l'environnement. Et malheureusement, l'Europe ne connaît pas bien encore l'organisation administrative de la France, et donc le fait que en France, les communes finalement ont transféré énormément de leurs compétences aux intercommunalités et notamment aux métropoles. Et bien par exemple, ce dispositif n'était pas ouvert aux intercommunalités françaises. Nous avons pu faire agir notre influence, et la deuxième vague a été ouverte, et nous venons de candidater donc à ce dispositif. Sur le climat et l'énergie, nous avons travaillé avec des députés européens sur notre territoire qui vient de développer un réseau de chaleur, une autoroute de la chaleur sur plus d'une vingtaine de kilomètres pour alimenter à partir de notre incinérateur les réseaux de chaleur qui étaient jusque-là alimentés par du charbon. Et donc depuis quelques semaines, nous ne brûlons plus de charbon sur ce territoire à minima pour nos réseaux de chaleur. Eh bien, nous avons essayé de faire en sorte avec des députés européens, en les faisant venir, que l'Europe reconsidère la hiérarchie des déchets, où finalement elle ne valorise pas l'utilisation de la chaleur de la chaleur des incinérateurs. D'autres exemples sur le numérique, sur l'emploi, où nous développons sur ce territoire une expérimentation nationale qui s'appelle Territoire zéro chômeur de longue durée, qui est fortement ancrée, et nous avons cherché à faire en sorte que l'Europe puisse valoriser et puisse promouvoir cette notion de droit à l'emploi, qui est la force de cette initiative nationale.
Voilà quelques résultats de notre activité, voilà autour et quelques résultats et surtout quelques modalités d'intervention que je n'ai pas évoquées en matière de promotion, par exemple. Ça passe beaucoup évidemment par des rendez-vous bilatéraux avec des acteurs européens, mais ça passe aussi beaucoup par des tribunes dans des conférences européennes pour nos élus, pour nos collègues, pour nous. Malheureusement encore beaucoup pour nous, on a encore du mal à faire venir nos collègues des directions opérationnelles. L'acculturation passe beaucoup par de la formation, par des séances à Bruxelles. On fait venir régulièrement nos collègues à Bruxelles. L'influence, j'ai évoqué tout à l'heure le fait que nous avons un collègue qui fait partie d'un groupe d'experts de très haut niveau près de la Commission. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on développe peu et sur lequel on pourra revenir tout à l'heure sur nos relations avec l'université. On a un autre expert dans le domaine dans un groupe d'experts de la Commission qui, je rappelle, travaille en amont de l'élaboration des initiatives européennes. Donc cette place-là, elle est quand même fondamentale et on en a un sur le domaine de l'électromobilité également. Et un autre volet qui est important, qu'on n'a pas encore évoqué, c'est que l'Europe finalement, dans l'élaboration des règles, des règlements, des directives, des stratégies d'une manière générale, même si ce n'est pas un acte législatif, consulte énormément. Et finalement, peu de monde participe à ces consultations, ce qui fait que notre voix, elle peut être beaucoup plus entendue. Donc, nous avons, mis l'accent là-dessus, et là, on intervient beaucoup. Nos collègues des directions opérationnelles ont su répondre donc à ces consultations qui permettent d'avoir une vraie position sur des sujets européens. Voilà, et en partenariat, j'ai évoqué les dynamiques partenariales structurées, mais il y en a d'autres que nous imaginons. Nous ne travaillons pas là, j'ai pas mis de financement à part une mise en relation sur un sujet, mais j'ai pas évoqué de financement pour l'instant parce que c'est porté par un autre département et comme je le disais, nous sommes très en amont de cette dimension-là. Voilà, je vous remercie de votre attention et je serai ravi de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Monsieur Bollot. On a maintenant les idées beaucoup plus claires sur la manière dont une collectivité territoriale, en l'occurrence ici la métropole européenne de Lille, peut déployer une action internationale ou en tout cas une action de lobbying sur un certain nombre de thématiques auprès de l'institution européenne au travers du bureau permanent à Bruxelles. Alors, avant de vous poser la question dans un instant de savoir qu'est-ce que finalement vous attendriez des universités pour vous aider à développer votre action internationale de manière coordonnée dans le champ de l'enseignement supérieur et de l'éducation. Avant de poser à Madame Garnier le corollaire de cette question, c'est-à-dire finalement, en tant que représentante de la CPU, qu'est-ce que vous attendez des territoires, des collectivités, des communautés, des régions ou des intercommunalités pour aider les universités à déployer une action coordonnée à l'échelle internationale? Je voudrais peut-être réinclure, puisque le réseau des INSPE est évidemment très inclusif, réinclure Monsieur Linden dans la discussion et dans la table ronde, et peut-être en quelques instants vous demander quelle est votre première réaction à l'issue de ces trois présentations qui finalement sont très complémentaires et qui nous permettent de bien montrer le niveau et les enjeux, en tout cas d'articulation de ces différents points de vue politiques publiques, des universités au territoire et aux métropoles, en passant évidemment par la liaison qui est en train déjà d'opérer Aix-Marseille Université. Oui, alors je voudrais faire peut-être deux commentaires. Le premier, c'est que je trouve que ce qui est intéressant quand on observe l'évolution structurelle des collectivités locales et des universités depuis peut-être maintenant 40 ans, il y a une logique commune qui est la logique de la compétitivité. Ce que je veux dire, c'est que quand la décentralisation a été lancée dans les années 80, on parlait de démocratie, on parlait rapprochement de la décision des habitants. Et puis dans les années 90, on a commencé à aborder la décentralisation sous l'angle de la dépense publique, qui devait être plus efficace, qui devait peut-être baisser. Et puis à partir des années 2000, on a abordé la décentralisation sous l'angle de la compétition. D'ailleurs, avec le gouvernement de droite comme de gauche, il y avait une continuité. Et en disant, il faut penser l'organisation de nos territoires par rapport à la compétition dans une économie mondiale. Et donc, au-delà des réajustements de compétences, etc., des dernières réformes, pour moi, les deux points forts de la réforme territoriale des dernières années, c'est des fusions de régions, parce qu'on disait, nous avons besoin de régions fortes, capables de rivaliser avec les landes allemands, etc., et le renforcement des métropoles, qui, je pense, sont les gagnantes, entre guillemets, des réformes territoriales. Donc, on a conçu dans les dernières années la réforme territoriale par rapport à la compétition économique internationale.
Et quand on regarde du côté des universités, il y a un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'à partir de 2003, si je puis dire, 2003 c'est le premier classement de Shanghai qui sort, on va progressivement vers une restructuration des universités dans cette logique d'être compétitif. Avec la loi LRU en 2007, la loi de Valérie Pécresse, et puis progressivement, avec les communes, puis les fusions, etc., on est rentré dans cette logique de compétition. Et donc c'est à la fois un élément qui rapproche les universités et les collectivités locales, et en même temps pour les universités, il y a toujours je pense une tension entre à la fois cette compétition et leur histoire humaniste et universaliste, qui les amène plutôt vers une logique de collaboration. Le deuxième commentaire que je voudrais faire, c'est ou plutôt une invitation, c'est de travailler en équipe. Quand j'étais attaché de coopération scientifique et universitaire à l'ambassade de France en Israël, j'ai accueilli beaucoup de présidents, de vice-présidents d'universités, et j'ai souvent été frappé par leur approche en silo. C'est-à-dire que j'avais un vice-président recherche qui venait en Israël. Je lui demandais, mais c'est qui les partenaires universitaires de votre université en Israël? Il me disait, je ne sais pas, moi je m'occupe de la recherche, je m'occupe pas des partenariats. J'avais un vice-président relations internationales. Je lui disais, mais vous avez combien d'alumni en Israël? Il me disait, je ne sais pas, moi je m'occupe pas des alumni, je m'occupe de l'international. Et par rapport au territoire, souvent je leur posais aussi cette question, c'est quoi les villes jumelles de la ville de votre université? Et parfois j'avais une réponse, parfois j'avais je ne sais pas, mais c'est pas mon sujet. Donc moi j'ai peut-être cette invitation vis-à-vis des universités, c'est de leur dire, essayez de voir le plus possible l'international de manière transversale. Quand il y a un vice-président qui part à l'étranger, quelle que soit sa responsabilité, essayons d'avoir une dimension collective. Et puis, vis-à-vis des collectivités locales, et c'est aussi, je crois, une difficulté pour les universités, c'est que, alors, d'abord, elles n'ont pas les mêmes compétences, elles n'ont pas toujours la même approche, il y a parfois des rivalités politiques, donc parfois vous êtes une université dans une ville, et puis vous avez la ville qui vous donne des priorités, la métropole qui vous en donne d'autres, le département qui en a encore d'autres, et la région également. Et moi, j'ai vécu en Israël des événements sur l'innovation, par exemple, où il y avait sur un même territoire une ville, une métropole et une université, et je voyais que il y avait des tensions entre les représentants de la ville, les représentants de la métropole, qui ne se parlaient pas, et l'université était ballottée un petit peu entre les deux. Et donc là aussi, je pense qu'il y a un sujet à jouer collectif quand on se projette à l'international, et je trouve que dans les autres pays, on ressent beaucoup plus fortement cette approche en équipe, et on sent beaucoup plus fortement une cohérence entre le ministère des Affaires étrangères, les collectivités locales, les universités. En France, on a parfois un peu plus de tiraillement. Et donc, je pense que c'est important d'essayer le plus possible, malgré toutes les difficultés, à ce que les collectivités locales, quand elles se projettent à l'international, essayent d'avoir un minimum de coordination pour que les universités aussi puissent s'insérer plus facilement dans cette dynamique. Merci Monsieur Linden pour cette première réaction. Du coup, 2 questions, Madame Garnier. Vous l'avez compris, à la fois une question qui est issue du premier retour de Sébastien Linden. Finalement, comment mieux structurer l'action internationale des universités lorsqu'elles sont amenées à se déployer dans différents projets, dans différentes actions à l'international. Et puis, ma question de tout à l'heure qui met en regard, c'est un peu ce que disait également Sébastien Linden, l'action territoriale et l'action universitaire à l'international. Qu'est-ce que vous attendez, vous, et qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir bâtir et construire en tant que président d'université et ou représentante des présidents d'université au titre de la commission que vous présidez? Qu'est-ce que vous attendez des territoires? Qu'est-ce que vous attendez des collectivités locales et territoriales afin de renforcer cette action internationale universitaire? Certainement beaucoup de choses. C'est une question très très large et très vaste. Je pense qu'il n'y a aucun doute sur la capacité que nous avons réciproquement à nous reconnaître comme étant des partenaires cruciaux dans cette dimension-là. Et je pense que d'un point de vue plus pragmatique, il y a un certain nombre de difficultés finalement à pouvoir se situer dans ce qui vient d'être dit précédemment, c'est-à-dire dans une collaboration qui soit en amont par rapport à un certain nombre
décisions à prendre ou d'actions à mener et qui peut-être gagnerait à être davantage préparé en amont. On éviterait sans doute cet effet de stylo qui vient d'être mentionné. On éviterait également sans doute une certaine méconnaissance parce que la structuration en silo, elle peut être aussi bien du côté des universités que du côté des collectivités ou tout type d'entités par ailleurs. Ça n'est pas une spécificité de l'université, c'est une spécificité des très grosses structures, tout simplement. Donc, je pense que cette transversalité nécessaire ou ce dialogue en transversalité, il est nécessaire effectivement bien en amont. Et moi, il me semble que nous arrivons à un virage où effectivement, si nous ne construisons pas, si nous ne prenons pas le temps de construire ces éléments en amont, nous allons continuer à être sur un modèle qui est un modèle, alors qui peut effectivement fonctionner, j'ai envie de dire à la marge, mais on cible quand même quelque chose qui soit un petit peu plus ambitieux et qui permettrait une meilleure connaissance, une meilleure prise en compte des enjeux mutuels et donc une projection qui sera beaucoup plus efficace de ce point de vue-là. Quand je parle d'une certaine manière, j'avais envie de mettre le mot confiance aussi dans ma réponse. C'est-à-dire que là, il y a une certaine crainte, je crois, de ces entités à pouvoir finalement dévoiler leur organisation, leur structure, leur logique. On le voit de tous côtés chez les partenaires. Et ce positionnement qui aussi s'explique par le fait que le quotidien est là et qui happe l'ensemble des collectifs de travail dans une dimension qui est une dimension plus réduite, avec des périmètres de travail qui sont beaucoup plus réduits, fait que effectivement on a un petit peu du mal à dégager ce temps et cette logique, cette évidence qui devrait nous guider. Elle passe finalement souvent au deuxième plan. Donc, d'où le rôle effectivement très important des dirigeants, aussi bien dans des équipes dirigeantes dans les universités que dans les collectivités qui sont nos partenaires. Cette logique de collaboration, je pense qu'on a utilisé le mot tout à l'heure d'acculturation, je pense que c'est un mot extrêmement important et que c'est un des objectifs. Les délégations, les représentations, telles qu'on vient de les entendre, elles sont toute leur efficacité, particulièrement au niveau de l'Europe, mais d'une certaine manière, on pourrait presque se dire que pourquoi est-ce que les régions ou les consortiums tels que celui qui a été présenté tout à l'heure au niveau de la territoriale, pourquoi ils n'auraient pas aussi une représentation auprès de la CPU? On pourrait se dire, tiens, ce serait quelque chose d'intéressant pour un franchissement et une acculturation qui gagnerait, je crois, qui ferait monter en gamme, en quelque sorte, notre compréhension mutuelle. Ce travail amont, je pense qu'il est absolument capital. Mais autant je peux faire une liste des éléments qui me paraîtraient importants à déplacer ou à voir se déplacer du point de vue des partenaires territoriaux, autant je ne veux pas oublier que nous avons, nous aussi, en tant qu'université, des éléments à déplacer pour précisément pouvoir mieux comprendre ces écosystèmes, leur logique. Ça ne veut pas dire s'adapter complètement à ces écosystèmes, ça veut dire prendre notre place dans ces écosystèmes, une place que nous définissons en tant qu'université. Je sais qu'il y a des craintes à ces endroits-là, et je pense que nous avons en main, en fait, notre propre devenir, donc il n'y a aucune raison d'avoir peur à cet endroit-là. Voilà, pour une réponse un petit peu... Tout à fait, Madame la Présidente, vous avez tout à fait raison. Des lignes parallèles ne se croisent jamais. Encore faut-il que pour cet écosystème puisse se rencontrer, qu'effectivement les lignes ne soient plus seulement parallèles, mais qu'elles convergent progressivement l'une vers l'autre, et chacun a très certainement un pas de côté. Alors Karl, rassurez-vous, je ne vous ai pas oublié, la prochaine question sera pour vous. Mais avant la question que j'avais promise à Monsieur Bollot, finalement, Madame Garnier nous a dit, pour que ces lignes se rencontrent, peut-être ce qui empêche que ces lignes se rencontrent est peut-être un peu de crainte ou peut-être un manque de confiance. La question que j'avais envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous attendez des universités et comment on pourrait faire en sorte que universités et métropole travaillent aujourd'hui mieux ensemble et notamment, évidemment, dans cette perspective à l'international. Alors, je vais commencer d'abord par travailler mieux ensemble.
entre université et territoire. L'histoire, elle est finalement très récente de la collaboration entre les territoires et les universités. Je crois que c'est né tout à l'heure, Monsieur Stockel l'a cité, je crois, le plan Université 2000, ou c'est vous, Sébastien, le plan Université 2000. Donc c'est très récent. Après, il y a eu les campus et les PIA, et sur lesquels, voilà, l'État, les régions sont venus chercher les collectivités infra-territoriales. Et peut-être pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au millefeuille administratif, je pense qu'il y a eu quand même, au moins au niveau de la recherche, peut-être pas au niveau de l'enseignement supérieur, mais une clarification, notamment sur les schémas d'enseignement supérieur et de recherche, où il était dit clairement que c'est les régions qui les pilotent, mais que les métropoles ont une compétence aussi dans le soutien à ces dispositifs. Donc on se retrouve normalement entre le couple région-métropole autour au moins de la recherche, mais beaucoup de collectivités type métropole ont aussi pris la compétence enseignement supérieur. Donc, ce qui me semble important, c'est qu'on fasse ce rapprochement, que les universités puissent se rapprocher, en effet, fassent un pas de côté vers l'ouverture aux problématiques territoriales, et que les territoires puissent mieux prendre en compte les besoins universels de savoir, de production de savoir fondamental des universités. Et ça, c'est pas encore tout à fait gagné. Et donc, l'Europe, l'international pourra nous y aider, certes à travers des projets type Université européenne, mais peut-être tout simplement sur des réponses aux appels à projets type Horizon Europe en partenariat déjà local. Souvent, les territoires qui arrivent seulement sur les dispositifs Horizon 2020, c'est assez récent finalement que les collectivités puissent être partenaires du programme 4 de recherche-développement. Eh bien, elles interviennent souvent comme lieu d'expérimentation, comme testbed pour de la recherche, pour sur des problématiques urbaines qui sont variées. Et souvent, eh bien, ça va se faire entre une université d'un pays et puis un territoire d'un autre. Ça, c'est une obligation, bien sûr, mais on peut être d'assez nombreux partenaires dans un projet H2020 ou Horizon Europe. Et donc, si on pouvait déjà collaborer localement entre le territoire et l'université à l'échelle européenne, je pense que ce serait déjà un grand pas pour ce rapprochement. Merci Monsieur Boileau pour cette réponse. Finalement, la meilleure des questions que je vais poser en premier lieu à Karl Stockel, puisque l'université d'Aix-Marseille est vraiment au cœur de cette triangulation politique, en reprenant la formule de Madame Garnier de tout à l'heure. Dans votre propos tout à l'heure, Monsieur Stockel, vous n'avez pas parlé de l'éducation. Alors, ce qui peut-être, bien sûr, n'est pas absolument une pièce centrale, en tout cas pour le moment, du dispositif qui a été mis en place au sein de l'université d'Aix-Marseille. Mais la question que je vous pose en premier, qui s'adresse à nos quatre panélistes, est finalement comment est-ce que nous pouvons faire en sorte que, la question d'éducation soit au cœur de l'action coordonnée territoriale et universitaire, en particulier auprès des institutions européennes. Et derrière l'éducation, je reprends la question de Madame Garnier tout à l'heure, quid en réalité de la formation des enseignants et des logiques d'internationalisation de la formation des enseignants. Quel rôle avons-nous à jouer en tant qu'INSPE et quels sont les rôles que les enseignants peuvent jouer dans cette structuration territoriale coordonnée à l'international? Voilà, Monsieur Stockel, je vous laisse commencer avec cette question. C'est une question difficile, mais merci de la poser. Elle est large et je suis pas certain de pouvoir répondre totalement à cette question. L'éducation, évidemment, au cœur de la mission d'Aix-Marseille Université, autant que pour les autres universités. Elle se décline également à l'international et au niveau européen. Il se trouve que le bureau de Bruxelles, dont j'ai la responsabilité, agit moins sur les questions de formation parce que le principal programme en matière de formation, qui est donc le programme Erasmus+, qui est un puissant programme qui a été encore une fois augmenté, cette année, ce programme-là est en gestion déconcentrée par des agences Erasmus+ dans chaque pays, à la différence du programme Horizon 2020, aujourd'hui Horizon Europe, qui vient en gestion directe de la Commission européenne, c'est-à-dire que les acteurs de ce programme, de la mise en œuvre de ce programme, sont présents, sont vraiment à Bruxelles dans les bureaux de la Commission européenne ici.
ce qui n'est pas le cas donc pour Erasmus, c'est décliné. Donc les stratégies sur la formation, c'est d'abord vraiment le centre névralgique de ces stratégies et principalement dans les directions des relations internationales des universités, me semble-t-il. En tout cas, c'est le cas pour Aix-Marseille Université. Comment est-ce qu'on dépasse, et c'était une question qui a été posée par notamment par Sébastien Linden, mais comment est-ce qu'on dépasse justement les logiques de silos qui peuvent exister, à la fois dans les universités vis-à-vis d'autres acteurs territoriaux? Eh bien, justement, je voudrais proposer une approche qui est celle qu'on essaye de mettre en place, qui est simplement d'utiliser l'Europe et les instruments européens pour dépasser ces logiques de silos. Par exemple, de nouveaux instruments qui concernent l'innovation aujourd'hui, comme par exemple les écosystèmes d'innovation, font l'objet d'actions de lobbying, de promotion, de réseautage menées de concert entre collectivités territoriales, pôles de compétitivité, donc la région ici, un pôle de compétitivité, et Aix-Marseille Université auprès des institutions européennes, proposer un écosystème d'innovation européen, c'est-à-dire une réponse aux appels à projets liés à l'innovation, puisque ce sont des nouveaux appels à projets, de nouveaux instruments qui justement nous obligent d'une certaine manière à sortir de ces logiques de silos. Et puis en interne de l'université, c'est aussi un travail important, mais nous devons davantage travailler. Moi, le premier, par exemple, avec l'INSPE d'Aix-Marseille, qui est qui est extrêmement dynamique sur les relations internationales et également dans certains projets européens. Il y a matière à faire bien plus. Voilà, on essaie d'évoluer en permanence, de dépasser justement les logiques de silos qui ont été évoquées. Là, par exemple, dès aujourd'hui, nous avons une visite d'une délégation d'Aix-Marseille qui vient à Bruxelles, emmenée par le vice-président chargé de la recherche. Nous allons, dans le cadre de cette délégation, rencontrer les unités de la Commission européenne qui sont chargées des universités européennes. Les universités européennes, c'est précisément, c'est d'abord de la formation, c'est aussi des initiatives dans plusieurs des alliances et dans la nôtre notamment, des initiatives qui concernent la formation des enseignants, c'est aussi de la recherche et c'est aussi tout cela ensemble. C'est aussi le territoire. Quand par exemple, on réunit, ce qu'on a fait il y a plusieurs mois, l'ensemble des régions des universités européennes impliquées dans l'Alliance et présentes à Bruxelles, c'est-à-dire qu'il y a dans notre Alliance Civis 9 universités, elles ont chacune des collectivités représentées à Bruxelles, on les réunit à Bruxelles, on est en train de travailler à un accord commun, justement pour proposer une approche interrégionale qui serait la déclinaison de l'Alliance européenne sur le territoire. Comment faire en sorte que ces logiques d'alliance au niveau européen viennent permettre aux collectivités et à travers elles au territoire de tirer un bénéfice de ces nouvelles initiatives européennes qui, d'une certaine manière, nous obligent fatalement à sortir des logiques de silos qui peuvent prévaloir ici ou là et qu'a évoqué Sébastien Linden. Merci à vous. Alors, la même question, voilà, pour nos trois intervenants, en essayant, si vous le pouvez, d'avoir des réponses assez concises, puisque notre table ronde touche vraiment à sa fin. Madame Garnier, vous l'avez compris, on vous retourne la question que vous nous posiez tout à l'heure. Finalement, les INSPE, sont-ils prêts et la CPU est-elle prête aussi? Aucun doute, la CPU est prête. Les INSPE, je me garderai d'avoir un discours généralisant, mais le témoignage que je peux apporter ici, c'est que les INSPE que j'ai pu côtoyer, naturellement, celle qui se situe dans mon établissement, a une dynamique telle qu'elle me rend extrêmement confiante face à l'avenir. Merci. Monsieur Bollot, l'éducation. Est-ce que la métropole européenne de Lille souhaite s'appuyer sur ce moteur et sur les enseignants? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, malheureusement, l'éducation et même l'enseignement supérieur ne font pas partie de nos compétences. Donc, j'aurais beaucoup de mal à vous répondre très précisément, si ce n'est vous dire que peut-être
profiter davantage de ces programmes d'échange qui doivent être ouverts bien évidemment à vos métiers aussi en amont en formation, mais surtout pour les enseignants. Je pense que la pandémie, vous l'évoquiez tout à l'heure, a marqué un frein à tout ça, mais a permis aussi d'autres façons de communiquer à l'international et peut-être de faciliter, d'ouvrir au-delà de ces 2-3% d'étudiants qui profitent de cette mobilité internationale. Donc je pense que voilà, allez sur ces volets-là. Nous, on a pu le faire à travers l'emploi et notamment l'emploi des jeunes, où des jeunes complètement exclus du marché du travail, on a pu les accompagner avec différentes associations locales sur des missions internationales, où voilà, ça leur permettait aussi de regagner confiance. Et je pense que c'est vraiment une très belle opportunité, et donc on peut que vous y encourager. Merci à vous. Et donc, Monsieur Linden, peut-être pour finalement apporter quelques éléments de conclusion sur à l'issue de cette table ronde, finalement, les INSPE ont-ils de la valeur ? Oui, les INSPE ont de la valeur parce qu'ils préparent les futurs enseignants qui seront les acteurs du changement. Sur la question de l'éducation, moi je suis un peu frappé par le fait que l'éducation a été pendant très longtemps au cœur des jumelages des villes. Alors de façon assez traditionnelle, mais notamment tous les jumelages franco-allemands d'après-guerre, il y avait beaucoup de voyages scolaires dans la ville jumelle. On envoyait les enfants venaient et on a vraiment construit l'Europe d'une certaine façon par ces jumelages. Aujourd'hui, alors les métropoles et les régions sur l'international sont plus sur l'économie et l'attractivité, et les villes et les départements sont plus sur de la coopération, sur le culturel, sur l'environnement. Et je trouve qu'on a un peu mis de côté les questions d'éducation. Or, on a des enseignants extrêmement dynamiques, et je pense par exemple pour tous les enseignants de langue qui organisent des voyages scolaires, mais des voyages linguistiques, mais un peu par leur propre initiative, avec le soutien de leur établissement, du rectorat. Mais c'est un peu personnel comme projet. Et je pense qu'à travers les jumelages des villes, on pourrait avoir matière à mettre davantage d'éducation. Et du coup, c'est effectivement ce que je disais. Les enseignants sont les acteurs du changement, et ils peuvent prendre des initiatives, porter des projets auprès de leur collectivité locale. Donc les villes, effectivement, pour les écoles primaires ou peut-être collège, enfin département au niveau collège. Mais voilà la réponse, c'est vous avez la responsabilité de préparer les futurs enseignants à être des acteurs aussi, non seulement dans leur classe, mais dans leur territoire, et en particulier vis-à-vis des échanges et de l'international. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était un moyen habile de nous renvoyer la question aussi dans ce jeu de responsabilité dont nous sommes finalement tous et toutes parties prenantes, et de manière évidemment croisée. Et on a bien vu qu'en réalité, cette responsabilité, elle n'incombait pas du tout qu'à un seul acteur, mais bien dans la volonté conjointe de l'ensemble d'entre eux de faire de l'éducation peut-être à nouveau auprès des institutions européennes en particulier, puisque nous en avons beaucoup parlé au cours de cette table ronde, une thématique centrale en fait de développement, pas seulement évidemment des compétences professionnelles des intéressés, des enseignants, mais aussi de nos instituts au sens un peu plus large et de nos universités pour nos territoires en un sens ou à une échelle encore un peu plus large. Écoutez, je vous remercie toutes et tous, Madame Garnier, Monsieur Stockel, Monsieur Bolo et Monsieur Linden, de votre présence et participation extrêmement active à cette table ronde au cours de cette matinée. Je ne doute pas que nos interlocuteurs et collègues dans la salle, mais dans l'assistance, mais aussi de ceux qui nous suivent à distance, je ne doute pas un seul instant qu'ils aient eu, en tout cas un certain nombre et un grand nombre même, d'éléments de réponse aux questions qu'ils pouvaient être amenés à se poser, et surtout de pistes de réflexion pour la suite. Je vous remercie toutes et tous, je vous souhaite un bon appétit, et nous aurons le plaisir de nous retrouver dès 14h pour la suite et la continuité de cette université d'été du réseau national des INSPE. Merci et à très vite. Merci à vous. Merci beaucoup.